Voilà, bonjour, bienvenue à toutes et à tous au Bonépaki. Dans le cadre de Philo au bain, on a le grand plaisir d'accueillir Philippe Favre. Bonjour Bonjour à Philippe, tous, bonjour, merci de votre accueil. ça va? Très bien. Philippe, on va parler de ton livre École à la dérive, cap sur les solutions. Mais on va parler d'école, on va parler des grands défis de l'école, de tes expériences, nombreuses expériences en tant qu'enseignant. Avant qu'on y arrive, est-ce que tu pourrais peut-être te présenter, s'il te plaît? Alors, j'ai fonctionné pendant 42 ans de ma vie comme enseignant à plein temps. Si j'ajoute les 15 ans où j'ai passé des années moi-même à l'école, ça fait 57 ans. En écrivant ce livre, il y a une image qui m'est venue, elle est tirée du film Pirates des Caraïbes. Je ne sais pas si vous voyez la scène où Orlando Bloom monte sur le Hollandais volant et il me semble qu'il rencontre son père, sauf erreur, Bill Turner, qui est sur ce bateau depuis tellement longtemps qu'il fait corps avec la coque du bateau. Il a le visage couvert d'algues, de mollusques, de crustacés. Eh bien, on va dire que je suis à l'école obligatoire ce que Bill Turner est au Hollandais volant. Voilà. C'est une bonne image, une belle image, incrusté, tel un crustacé dans l'école suisse. Je le dis, j'en parlais il y a quelques minutes, donc tu as écrit ce chouette livre, sans que tout s'envole, hein. École à la dérive, cap sur les solutions. Qu'est-ce qui t'a poussé à l'écrire? Pourquoi? Alors, je ne sais pas si ça vous arrive de faire des promesses à vous-même. Moi, ça m'arrive à mi-carrière. On m'a donné une classe à 2 degrés. Et pendant 2 bons mois, j'ai vraiment pataugé. J'ai eu l'idée d'essayer de rechercher ce que d'anciens collègues avaient pu laisser. Parce qu'en Valais, jusqu'encore dans les années 2017, il existait les classes à degrés multiples faisaient à peu près le 30% des classes valaisannes. Et je sais que par le passé, il y avait des classes à 3, 4 degrés, et je me disais que forcément, 6 degrés, vraiment. Et forcément, les enseignants qui ont fonctionné avec ces classes ont dû développer des stratégies, des dispositifs qui ont fonctionné, puisqu'on connaît des personnes qui ont fait des parcours remarquables, peut-être vous, madame, qui sortent de ces classes-là. Et malheureusement, je n'ai rien trouvé. Et je me suis fait alors la promesse en me disant, si tu t'en sors, ben, toi tu laisseras quelque chose. Voilà l'origine de l'idée. Après, ça a un peu changé au moment où je m'y suis mis en arrivant au bout de mon parcours. Dans ton livre, en tout cas dans le titre, École à la dérive, point d'interrogation, ça, on lit un peu entre les lignes une école en difficulté, une école qui dérive, comme le nom l'indique. Quel est un peu les... Alors, on va revenir de manière plus précise dans la discussion sur les différentes thématiques que tu abordes, mais de manière générale, quel est ton constat par rapport à cette école d'aujourd'hui? Alors, il faut dire que déjà, ce n'était pas le titre prévu au départ. Ça, c'est peut-être la partie la plus chaude dans l'écriture d'un livre. C'est le moment où il faut discuter du titre avec la maison d'édition. Mais moi, je n'ai rien fait d'autre pendant le moment où j'écrivais ce livre que suivre l'actualité. 3 à 5% des enfants connaissent une phobie scolaire. 15% des petits Suisses ont des problèmes de lecture, voire sont illettrés. Le nombre d'enfants qui suivent l'école à la maison a doublé en Suisse. Ça doit être autour des 4200 enfants qui ne viennent pas à l'école, qui la suivent depuis la maison. À côté de ça, on a ceux qui sont déscolarisés. Alors, je n'ai pas les chiffres pour la Suisse romande, mais en Valais, ça a doublé. Entre 2022 et 2023, on a un doublement d'enfants qui ne viennent pas à l'école. Les enfants se disent stressés. Je crois que c'est 15% des 11-15 ans sont stressés à l'école. J'étais frappé de voir que dans le même moment où les petites Afghanes, c'était dans 2024, pleuraient de ne plus pouvoir aller à l'école, en Suisse, c'est d'y être qui rend triste. Sur le plan des résultats scolaires, on voit que 25% des élèves connaissent des problèmes de lecture, donc arriver à sortir une information simple d'un texte simple, ça pose des problèmes. C'est 20% pour les mathématiques qui n'atteignent pas les objectifs. On vient d'avoir les chiffres pour l'orthographe. Là-dessus, si on parle alors des enseignants, 40% des enseignants, enfin
je peux vérifier les chiffres, se disent être passés près du burn-out. L'augmentation, là j'ai cru avoir mal lu d'abord que c'était une dyslexie de ma part, l'augmentation des violences des élèves envers leurs enseignants. Donc on vit quand même une période où ne pas voir ce qui est en train de se passer, c'est presque de la cécité volontaire, non? Donc à mon avis, le titre École à la dérive qui est venu sur la fin, c'est un petit peu la résultante de simplement m'être focalisé sur ce que chacun peut lire en suivant l'actualité, mais qui a lieu d'inquiéter. Et peut-être pour préciser, je crois ce qui n'a pas encore été précisé, tu étais enseignant à l'école primaire, tu t'intéresses, alors peut-être ton point de regard premier c'est l'école primaire, mais qui s'étend et qui s'élargit aussi dans le secondaire, parce que pas mal d'éléments que tu abordes concernent aussi le secondaire. Alors tu as fait en tout cas à travers ces différents chiffres, tu as fait ce constat, un constat général. Là aussi, on va détailler de manière plus spécifique, mais comment, à ton avis, dans un premier temps, on pourrait expliquer cette dérive ou ce constat assez alarmant, à la fois du côté de l'institution, des gens qui font l'école, mais aussi du côté de ceux et celles qui la pratiquent, les élèves, parfois même les parents. Est-ce qu'il y a tous ces problèmes? Comment l'expliquer? Bon, c'est une question vague, hein, une question large. C'est vague parce que les facteurs sont multiples. Moi, dans le livre, je cible beaucoup l'évaluation. Pratiquement tout a évolué à l'école. Il y a eu des changements sur tous les secteurs et l'évaluation est restée calée sur ce qu'elle était au siècle passé. Et là c'est un réel problème. On a une chute abyssale de l'autorité. Et ça, je crois qu'on se trompe en croyant qu'il peut ne pas exister un lien d'autorité entre celui qui sait et celui qui apprend. Depuis que l'école existe, on n'a jamais vu des générations d'enseignants faibles former une génération forte. Ça ne s'est jamais produit. Donc cette chute de l'autorité, si on ne redresse pas la barre, ça va continuer de faire mal. Et un autre phénomène, c'est qu'on a gentiment fait en sorte que les enseignants deviennent des pions sur un échiquier au lieu d'être ce qui serait préférable de petits chefs d'entreprise dans leur classe qui ont une espèce de veille technologique, qui regardent ce qui se passe, qui imaginent ce qu'ils peuvent faire dans leur classe et qui tentent des choses et qui ajustent essais-erreurs. Pour moi, cette remontée de la nouveauté, de la créativité par capillarité du bas vers le haut peut être plus performante que ces couches de réformes successives qui ont commencé par faire perdre le lien avec les parents dans les années 90 et qui aboutissent aujourd'hui aux résultats qu'on connaît. Oui, madame. Alors attends, il faut que je te donne le micro, tu peux retourner t'asseoir, je te mets du son tout de suite. Alors, c'est parti. Alors là, je t'invite à t'asseoir. Je te suis tout à fait. Moi, je viens du Valais, donc je viens de Fin-Haut, mais j'ai vécu à Martigny. J'étais à l'école privée de Sainte-Jeanne-en-Tite, qui était tenue par des nonnes à l'époque. Donc, je vais juste pour que tu te rendes compte de comment se passait la journée. Alors, on arrivait le matin, c'était 5 minutes de calcul mental. D'accord? Ça commençait comme ça. Ensuite, on savait de toute façon qu'on ne pouvait pas faire plus que 4 fautes si on voulait avoir un 4. Ils nous enlevaient un demi-point par faute. On avait des leçons de morale, de savoir-vivre et de politesse, notées au même titre que les branches de géographie et d'histoire. On avait 2 fois par semaine une quinzaine de mots à apprendre par cœur, ensuite à les mettre dans les phrases. On avait 2 dictées par semaine et on avait des rédactions, des compositions, si vous préférez, dignes de ce nom. Moi, je me rappelle une fois, et j'ai eu un 6 sur 6 d'ailleurs, la composition, c'était « Horloge, dieu sinistre, effrayant, impassible, dont le doigt nous menace et nous dit « Souviens-toi ». Vas-y, tu dis ça là-dessus. Ah, c'était de Baudelaire, ça fait rare. Alors, enfin bref, de toute façon, du coup, on bossait. Et on avait des devoirs. On n'avait pas les parents derrière qui venaient nous dire que ça allait pas, etc. En plus, mes parents tenaient un commerce. Moi, des fois, je finissais les devoirs tard parce qu'il fallait que je rentre, en rentrant de l'école, bosser au commerce de mes parents. Je ne sais pas si tu vois. Mais en attendant, j'ai aucun problème d'élocution. Je fais quasiment pas de faute d'orthographe. Je me suis arraché les cheveux quand j'ai vu 23 fautes dans la page d'un de mes gamins. Une page à 4. Et puis, du coup, on a dû les aider parce que cette écriture, ce truc phonétique, machin, deviner les mots, tout ça, pour moi, c'était vraiment de la merde. Je m'excuse de dire ça comme ça. Et d'ailleurs, si tu files Vaud, Neuchâtel,
Fribourg, ils ont quasiment un an d'avance. Je suis très contente de ne pas avoir étudié ici. Franchement. Franchement. Alors, je t'invite à essayer de faire des interventions assez courtes, et surtout avec des questions, favoriser les questions pour notre invité. Merci. Vas-y, c'est bon. Voilà. Alors, par rapport à ça, bon, il y a deux choses. C'est que il y a plusieurs courants maintenant, mais il y en a un, c'est la nostalgie de l'école de grand-papa. Moi, ça, je ne l'ai pas. C'est-à-dire, oui, j'ai bien entendu, mais je ne pense pas qu'on puisse mettre la marche arrière et que ce soit la solution. Donc, on a des outils technologiques, on a énormément de possibilités maintenant. On va peut-être en parler tout à l'heure. Mais je pense que l'école, elle doit toujours être en phase avec son temps. Et il faut saisir des opportunités et faire avec. Mais dans ce que vous dites, il y a plusieurs points sur lesquels je vous rejoins totalement. Le premier, c'est peut-être le par cœur. À un moment donné, on s'est dit, l'important c'est de comprendre, c'est pas de savoir par cœur comme des perroquets. C'était une idée absolument géniale, oui. Et puis maintenant, c'est les neurosciences qui nous disent, oui, mais l'intelligence, c'est bien, mais il faut avoir des datas. C'est-à-dire, en mémoire vive, tant qu'on n'a pas un certain nombre de connaissances, eh bien, même si on a la faculté de tout comprendre, eh bien, on n'invente rien, on ne fait rien. Et ça, oui, je crois qu'on a commis des erreurs. Et c'est peut-être là que le bas blesse, c'est qu'on ne sait pas rectifier. C'est qu'on s'engage dans des réformes. Une fois que le pas est franchi, tout le monde doit y aller. Il y a un petit peu ce syndrome. Les gens sont peut-être un peu trop jeunes, à part vous, madame, pardonnez-moi, pour connaître la publicité du baril d'Ariel. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. La ménagère lave son linge, il est tout blanc avec son baril d'Ariel et on vient lui proposer le nouvel Ariel qui lave encore plus blanc. Alors la ménagère, elle veut garder son ancienne lessive qui marche déjà bien. C'est les anciennes méthodes qui marchaient bien. Et puis, comme on lui force un peu la main, elle prend la nouvelle lessive qui lave encore mieux parce que le blanc est maintenant brillant. Alors c'est un petit peu vers ça qu'on est allé et on n'est pas capable de mesurer que tout à coup ça lave en fait pas si bien que ça et on ne sait pas rectifier. Alors on a abandonné le par cœur, on a mis très très longtemps avant de découvrir que l'apprentissage de la lecture par la méthode syllabique, eh bien elle correspond quand même à ce qui se passe dans le cerveau d'un enfant quand il apprend à lire. Donc on a eu tort de faire ça. On a introduit des manuels. Là, on vient de le changer. L'ILOMO, je n'ai pas connu un enseignant, c'est un manuel d'enseignement du français qui a dû faire roman, qui a dû fonctionner pendant 13 ans. Mais dès la première année, les enseignants ont dit « il ne marche pas ». La réponse qui leur a été faite, oui, mais maintenant, il faut faire avec. Et quand on entend les responsables politiques qui nous disent que l'école romande, ça doit être l'école de l'excellence, et c'était l'école de l'excellence, encore je pense juste dans les années 2010, 2012, jusqu'à 2015, ben, on ne fait pas l'école de l'excellence avec des moyens médiocres. Et là, on a de la peine à se rendre compte quand ça va du mauvais côté. Et ça, il faut être beaucoup plus rapide. Ben, je reprends la métaphore de la navigation. On doit avoir le coup de barre, enfin barré de manière beaucoup plus réactive. Ça c'est une chose. Puis une deuxième chose que j'ai remarqué, c'est assez amusant parce que vous avez fait allusion au cours de savoir-vivre. Depuis que j'enseigne, c'est-à-dire depuis 1980, je n'ai vu que rajouter des choses à apprendre à l'école. Il y a une seule qui a été retranchée, c'est le savoir-vivre. Et parfois je me demande effectivement, là je vous rejoins, si on n'aurait pas dû garder quand même quelques cours de savoir-vivre. Voilà, donc plein d'éléments en effet qu'on va reprendre progressivement. Je voulais en tout cas continuer cette introduction avec en ouvrant une des premières pages de ton ouvrage, quasiment tout est début, où tu dis « Plus les écoles sont éloignées des sciences de l'éducation, meilleurs sont les résultats scolaires ». Critique assez forte des sciences de l'éducation. C'est ces mêmes sciences de l'éducation qui forment aujourd'hui les enseignantes et les enseignants de demain. Oui. Voilà. Peut-être est-ce que tu pourrais nous expliquer cette phrase ?
Bon, alors moi, normalement, j'écris des romans et dans les romans, on doit toujours avoir une action du début pour attraper le lecteur. Alors ça, c'est un petit peu l'effet, on va dire, punch. De punch, voilà, merci. Mais cela dit, si on y réfléchit, il y a une chose qui est incontournable, c'est qu'on vient de vivre 4 décennies de bouleversements technologiques absolument extraordinaires. En fait, c'est des applications scientifiques. Le virus Ebola a été vaincu en une année. Pour le coronavirus, c'est 4 vaccins en une année. Les femmes peuvent procréer jusqu'à 60 ans. Avec des implants rétiniens, les aveugles peuvent distinguer leur environnement. Les sourds peuvent capter des sons. Nous pilotons des voitures électriques, enfin, qui peuvent quasiment s'autopiloter. On a découvert, on ne compte plus le nombre de planètes qui ont été découvertes autour d'autres étoiles que d'exoplanètes, donc autour d'autres étoiles que la nôtre. Et si j'en viens au cancer de l'homme, le taux de mortalité a baissé de 30% dans les 30 dernières années. Dans le même temps, le nombre de jeunes qui n'atteignent pas une formation secondaire a doublé. Donc, on doit quand même prendre conscience que oui, il y a un décalage, que tout s'est accéléré, sauf l'école. J'ai subi une opération du genou en 1980, j'ai fait 14 jours d'hôpital, la même maintenant que je viens de subir aussi 4 jours. Donc on divise par 3 ou 4 le temps pour une intervention médicale. À l'école, l'apprentissage de la lecture prend exactement le même temps 40 ans plus tard. Apprendre ces tables de multiplication le même temps. Donc l'école est restée un peu figée, malgré un effet où ça semble aller vite, où il y a des nouveautés qui sortent tout le temps. On est pris dans un tourbillon de nouveautés. Mais on attend toujours la découverte scientifique qui ferait tout à coup que enseigner est plus facile et apprendre demande moins de temps et moins d'efforts. Mais on est toujours au même stade. Je ne pense pas avoir, à part qu'il y a un effet d'appel en début de livre, je pense que c'est quelque chose que tout le monde aura pu constater. Alors, je vais faire un peu l'avocat du diable ici. On peut dire en effet que l'école évolue peu. Après, certains pourraient aussi dire que c'est un peu une école sanctuaire qui n'est pas en proie aux dernières modes, qui ne change pas en fonction des dernières technologies qu'on essaie de lui vendre, parce qu'il y a aussi beaucoup d'intérêts financiers là derrière. Et qu'il y a aussi du bon dans une certaine forme d'école sanctuaire qui n'est pas en proie au mode du jour. Bon, alors il y a 2 choses dans ce que vous dites. Hein. Vous dites, pardon, dans ce que tu dis, puisqu'on a dit qu'on se tutoyait. Les technologies. Alors, moi, je suis absolument pour que l'école soit en phase avec les technologies. Et là où il y a eu des progrès, c'est bien sur le plan des technologies qui sont arrivées, qui ont donné des moyens phénoménaux pour enseigner avec beaucoup plus de soulever l'intérêt, différencier en mettant les élèves sur des didacticiels ou sur des sites web ou maintenant avec des IA qui correspondent à leurs besoins. Alors oui, il y a de la nouveauté, mais elle n'est pas arrivée par les sciences de l'éducation, par par tout ce qui est de la cognition, mais c'est arrivé par les machines, par la technologie. Et pour revenir justement alors aux sciences, on reviendra à la technologie dans quelques minutes. Et donc pas de Pardon. sanctuaire. Ouais. C'était la deuxième partie. Oui. Pas pour une école sanctuaire. On va revenir aux technologies dans quelques minutes, mais pour revenir en tout cas, rester sur ces questions des sciences de l'éducation, ce qui leur est souvent reproché, c'est d'avoir des gens qui sont complètement déconnectés du terrain, qui n'enseignent pas, et qui arrivent avec les dernières théories à la mode, les dernières grandes façons de penser de comment enseigner, et qui a justement cette distance ou cette distinction entre ce qu'il faudrait faire et ceux qui font. Alors prenons le secteur de l'économie. Quand quelqu'un défend une idée ou qu'il y a une découverte et qu'il la met en application, la sanction elle est quasiment immédiate, sauf au Crédit Suisse. Mais sinon, normalement, la sanction elle est immédiate.
S'il y a erreur, ça ne fonctionne pas, il y a faillite. Dans le monde de l'éducation, il y a une distance entre ceux qui pensent, ceux qui développent des idées pédagogiques et ceux qui sont dans la cale comme le marin du Hollandais volant. Il y a une certaine distance. Et il y a un étage entre deux. Parce que moi, la plupart des idées pédagogiques que j'ai lues dans des ouvrages de pédagogie, qui sont en général de beaux livres, elles sont bien, ces idées. Et elles ne fonctionnent pas si mal que ça. Mais il y a une couche entre deux qui transpose les grandes idées pédagogiques pour en faire des méthodes supposées être appliquées partout de la même façon et marcher. Et il se trouve que parfois, sur le terrain, alors vous connaissez peut-être tous des enseignants, pardon, est-ce qu'il y a des collègues qui sont là? Est-ce qu'il y a... Ok. Eh bien, tous les enseignants remarquent qu'il y a des méthodes qui, confrontées aux réalités du terrain, ne tiennent pas l'eau, parce que je reste toujours sur ma métaphore. Eh bien, là où je l'ai dit tout à l'heure, là, il n'y a pas assez de rapidité, c'est pour prendre conscience de ce qui ne marche pas et rectifier tout de suite. Et ces erreurs, c'est comme ça que tout fonctionne depuis la découverte du feu, mais ce qui fait qu'on ne produit pas des générations d'élèves avec des baisses de niveau telles qu'on commence à les voir arriver, c'est la rapidité avec laquelle on prend conscience que peut-être il faut modifier, revoir et revenir à des choses qui marchent mieux, ou aller vers d'autres choses différentes. Et dans ces réformes successives, dans ces changements de ce qu'on essaie d'appliquer, il y en a une sur laquelle parmi d'autres que tu reviens dans laquelle tu reviens dans ton livre, la question de l'homogénéisation de l'enseignement, des méthodes, des programmes. Ça, d'un côté, ça amène un côté un peu rassurant dans le sens où ça promet en tout cas une idée d'équité. Tout le monde est traité à la même école, si j'ose dire, à la même enseigne. Et puis en même temps, ça amène une forme d'appauvrissement aussi forcé de la diversité. Est-ce que tu pourrais peut-être revenir dessus ? Alors oui, il y a les deux choses. D'abord, que les contenus d'enseignement soient les mêmes à Delémont qu'à Sion ou à Genève, c'est évidemment une très bonne chose. Les enfants déménagent, les gens sont mobiles, il faut qu'il n'y ait pas de perturbation pour ceux qui passent d'un canton à l'autre. Ensuite, on a des méthodes qui sont bâties à partir de ça. Et un des phénomènes qui est arrivé, qui découle d'idées pédagogiques, c'est celle-ci, que pour apprendre, la bonne façon de procéder, c'est de suivre la démarche scientifique. Donc d'abord, on observe, ensuite on se pose des questions, on émet des hypothèses, par exemple en sciences. On étudie un milieu humide. On va commencer par observer, se poser des questions, émettre des hypothèses, imaginer un dispositif d'expérimentation, vérifier nos hypothèses et ensuite faire une synthèse, publier. Et à l'école, on rajoute évaluer. Bon, très bien. C'est bien d'imiter les scientifiques. Quand on a terminé ça, on embraye sur la reproduction des plantes. On observe. On se pose des questions, on émet des hypothèses, et ainsi de suite. Vu que tout dépend d'idées, et il n'y en a finalement pas énormément, on change de branche, géographie, comment nos villes grandissent, on observe, on se pose des questions, on émet des hypothèses. Et on calque une méthode parce que elle tient le dessus du panier. C'est des méthodes à la mode. Tout le monde estime que c'est la bonne idée, alors tout le monde va chercher à la même source. Alors, mais bien sûr que c'est une bonne idée et que ça peut marcher. Mais quand en même temps, à force d'exploiter une même idée, vous introduisez de l'uniformisation, ça devient vraiment très très lassant. Ça se reproduit sur toutes les branches et mettez-vous à la place d'un enfant, il commence en 4e année, il commence à faire ça et en 5e année, rebelote, 6e année, mais les enfants n'en peuvent plus, les enseignants en ont marre. Et si, en plus de ça, vous prenez en considération le fait que souvent ceux qui font les méthodes, vous l'avez laissé entendre, sont un peu déconnectés de la réalité du terrain,
où les objectifs proposés, l'enseignant ne le comprend pas. Je témoigne personnellement d'avoir lu une méthodologie où ce qui était proposé à des enfants de 12 ans, je ne le comprenais pas. Et en général, on enseigne plutôt mal une chose que soi-même, on ne comprend pas. On arrive à des situations absurdes. Et ça, il y a une forme de docilité qui est aussi arrivée chez les enseignants, de résignation, qui ralentit aussi la réaction. Donc ça peut durer très longtemps. Il faut malheureusement en arriver à des constats de baisse de niveau, alors qu'on pourrait tout de suite se rendre compte que non, on a le droit de faire différemment. Moi, je préférais que les jeunes qui sortent d'une formation aient une ligne de conduite très très simple qui dise « tu peux tout faire dans ta classe, essaye tout, mais pas longtemps ». C'est-à-dire, si ça marche, conserve-le et reproduis-le. Si ça ne marche pas, cherche à comprendre pourquoi, mais surtout, ne refais pas de ce qui ne marche pas. Mais même pas une fois. Alors que là, on voit que les choses peuvent se répéter pendant des années, plus de 10 ans avant de rectifier le tir. L'exemple de l'île aux mots qu'on garde longtemps avant de... Voilà. Ouais, tu as parlé tout à l'heure dans les grands éléments chauds, on va dire. Tu as parlé de l'évaluation. J'aimerais bien qu'on y revienne de cette évaluation qui finalement n'a pas changé ou peu changé, qui est au cœur, en tout cas au cœur du problème ou des problèmes. C'est vrai que c'est quelque chose qui revient régulièrement sur le devant de la scène. On voit certains plaident pour l'abolition des notes, d'autres plaident pour le retour, voilà. Et puis dans les, entre guillemets, les modes, en tout cas les modes éducatifs successifs de ces dernières décennies, il y a eu un peu des va-et-vient par rapport aux notes. Est-ce que tu pourrais peut-être recontextualiser tout ça, puis nous expliquer un peu quels sont les grands enjeux autour de ces questions d'évaluation? Alors, ce qui est intéressant déjà dans la question, c'est que tu parles d'abandonner les notes ou revenir aux notes. Mais à aucun moment tu ne parles de ce qu'il faudrait faire à la place. Absolument. Voilà. Et ça, c'est vraiment le piège dans lequel on est tombé. Et là, pour l'instant, on n'a parlé que de la dérive et on n'a encore pas parlé d'une seule solution. On y arrive. Et alors, pour recontextualiser, oui, normalement, on aurait dû abandonner les notes au tournant de l'an 2000. Et ça ne s'est pas fait. Pourquoi? Parce qu'il y a eu 2 rejets par le peuple dans les cantons romans. C'était le Valais et Vaud, avec École vaudoise en mutation, EVM. Et dans les 2 cas, ça a quasiment coûté le poste à un conseil d'État. Donc le sujet est devenu chaud, brûlant, et donc plus personne n'a voulu se brûler à changer. En gros, c'est ça, quoi. C'est qu'il fallait changer, dans la logique des choses, que tout évolue un petit peu, tout monte en régime en même temps, et le dossier évaluation est resté figé. Bon. Alors, pourquoi ça n'est pas passé à l'époque ? Moi, je pense que c'est exactement... on vient de le voir. Pourquoi ? Parce qu'on a proposé aux gens d'aller vers quelque chose par la négation de ce qu'il y avait avant. Là, on voit par exemple pour la radio, on ne nous a pas dit on va abandonner la FM. D'ailleurs, on ne nous a pas tellement posé la question. Hein, c'est qu'au mois de janvier, l'autoradio dans la voiture ne diffuse plus certaines stations qu'on aimait bien parce qu'on a abandonné la FM. Mais on nous a beaucoup mieux vendu le changement, même si moi, personnellement, j'aurais préféré garder ma vieille autoradio dans ma voiture. Mais on ne nous a pas dit, voulez-vous qu'on abandonne la FM? On nous a dit, voulez-vous la DAB? Et on a ajouté plus pour bien nous faire comprendre que ça allait être mieux. On retrouve le baril du nouvel Ariel, hein, c'est toujours ça. Pour les notes, on n'a pas su le faire. C'est-à-dire, on n'a pas su dire ce qu'on voulait de mieux que les notes. Et c'est pour ça qu'on en est resté à quelque chose qui est antédiluvien et contre-productif pour l'apprentissage. Mais avant qu'on parle de ce qu'il y a de mieux par rapport aux notes, le DAB+, finalement, c'est quoi le problème avec les notes? Bon, il y en a beaucoup, je vais en prendre un ou deux. Le premier, c'est que, entrons dans le vif du sujet. L'État nous dit, le système scolaire nous dit à la fin de l'année, il y a telle ou telle chose à savoir. Pour apprendre une série de choses, on commence
arbitrairement par enseigner des choses en début d'année, d'autres en fin d'année. Vu qu'il faut des notes pour faire une moyenne, c'est de nouveau le système scolaire qui nous dit il faut bien qu'à la fin du mois d'octobre, on ait déjà des notes. Donc, des éléments de connaissance. Prenons en maths, parce que tous les enseignants commencent par les axes de coordonnées, repérage sur un plan, un axe orthonormé en mois de septembre. Voilà. Alors tout le monde commence par ça. Donc à la fin du mois de septembre, il va déjà avoir un test là-dessus. Alors vous, madame, vous nous aviez dit que vous étiez très bonne à l'école. C'est réglé au mois de septembre. Ça marche. Et vous, monsieur, voilà, c'est difficile. Mauvaise note. La fin du mois de septembre. L'année passe. Alors il y a plusieurs cas de figure. Soit monsieur peut être ultra motivé et se dire moi je vais retravailler ça, ou même pas. Parce que le cerveau d'un enfant s'auto-configure mois après mois. Ça on le sait. Donc le cerveau d'un enfant de 11 ans au mois d'avril, il n'est plus le même que le cerveau au mois de septembre. Et si ça se trouve, il maîtrise un repérage sur un axe au mois d'avril sans qu'il n'ait rien fait. Eh bien pourtant, les résultats scolaires de monsieur et de madame, alors que les deux peuvent très bien maîtriser parfaitement cette connaissance à la fin de l'année, elle sera différente. Pourquoi? Parce qu'on a décidé que le fait d'avoir eu des problèmes au début doit péjorer la note de la fin. C'est une insulte à l'intelligence. Après on se dit mais pourquoi les élèves ne sont pas motivés? Mais il n'y a rien de plus démotivant que ça. Et pourquoi ceux qui défendent les notes sont ceux qui ont fait des parcours scolaires brillants, comme madame dans le cas de figure que j'invente? C'est parce qu'ils ont été favorisés par le système des notes qui les a démarqués par rapport aux autres. D'ailleurs, souvent, certaines formations sont valorisées par le nombre d'échecs qu'elles contiennent. Or, il faut savoir que le système par notes a été inventé par les jésuites au début du XXe siècle. Pourquoi? Pour sélectionner ceux qui feront partie des élites de ceux qui n'en feront pas. Et si on veut sélectionner, il faut faire exactement ce qu'on fait, c'est-à-dire désavantager par les résultats ceux qui ne comprennent pas du premier coup. Et on fonctionne encore avec ce système-là. Ça, c'est un élément. Et il y en a d'autres. Alors j'ai une réaction que je retrouve ici sous forme d'argumentaire. Alors j'imagine c'est en ligne, donc c'est un argumentaire ce que je lis en faveur des notes avec 4 éléments. Donc 1, évaluer pour donner de la valeur à ce qui a été appris par le jeune et valider ses progrès. 2, évaluer pour savoir où en sont les élèves et adapter son enseignement. 3, évaluer pour que l'institution sache où en sont l'ensemble des élèves. 4, évaluer pour permettre une orientation pertinente. 5, évaluer pour transmettre aux parents des infos sur le parcours de leurs enfants. Alors oui. Alors moi je suis à 100% d'accord avec ce qui vient d'être témoigné. Mais on n'a toujours pas parlé des solutions. Non. Alors allons-y. Alors, qu'est-ce qui serait autre chose qu'une évaluation par note? Alors c'est une évaluation par objectif. Alors, madame? Alors attends, je te laisse prendre le micro, comme ça tout le monde peut t'entendre. Je me précipite peut-être parce que je ne vous ai pas encore donné la chance de proposer vos solutions, mais ça me titille depuis le début parce que je suis enseignante. Et d'ailleurs, à l'école d'enseignants, on n'apprend pas comment donner des notes. Jamais. On n'en parle pas. J'ai inventé mon propre système de donner des notes parce que je suis allée voir auprès de mes collègues et chaque collègue m'a dit une chose différente. Je me suis dit, mais c'est tellement personnel en fait. Ça dépendait de mes envies, comment je voulais faire. Donc ça, c'est déjà pas très cool auprès des enfants. Et imaginons 2 enfants. Un, c'était vraiment le cas dans ma classe. Un enfant qui arrive au début de l'année, il ne sait pas du tout lire. Il ne connaît pas une seule lettre. Et il y a un autre enfant qui lit parfaitement, comme un adulte. L'enfant qui lit parfaitement, il ne fait aucun progrès en une année, quelle note il aura? Et l'autre qui était à 0, il fait énorme progrès, mais il n'est pas assez bon comme l'autre. Comment distinguer ça avec des chiffres? C'est pas possible.
Bon, j'ai eu la chance d'avoir évaluation écrite dans cette école, mais quand même, c'était pas... Ça convenait pas aux enfants et ça surtout convenait pas à moi. Donc, il y a une proposition de ne pas avoir des notes du tout. Je sais qu'il y a des écoles qui ont déjà commencé à essayer ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre chose à la place des notes, des smiley face ou des choses. Il n'y a rien. Juste encouragement et soutien et disponibilité de l'adulte. Et en fait, si on met ça en place, il y a de la motivation intrinsèque de l'enfant et ça marche. Parce qu'ils sont intelligents, on leur fait confiance. Ils avancent pas forcément dans les choses que l'enseignant insiste de faire, mais ils avancent dans les découvertes et dans les apprentissages. Donc ça marche, c'est une solution aussi assez simple pour les adultes, pour les enseignants, enseignantes, parce qu'ils ont moins de travail. Donc c'est peut-être à explorer. Notamment en Finlande, ils ont des méthodes chouettes. Merci. Bon, quand on s'est attaqué à ce problème, à l'école où j'enseignais, déjà on a dû se mettre plusieurs collègues, on a demandé une mutation pour aller dans un même centre scolaire pour pratiquer une autre évaluation, une évaluation par objectif. L'idée de base, c'est que, elle est de Jean Cardinet, la seule chose qu'un enseignant peut faire convenablement quand il évalue, c'est dire « cet élève sait faire précisément ceci ». C'est à peu près là où on prend le moins de risques de faire quelque chose de faux, plutôt que vouloir valoriser un progrès ou comparer dans ce que vous dites. Il y en a un qui est plus fort que l'autre, donc il faut quand même que la note indique cette différence. Tout ça, on prend des risques. Soit on va être métriquement faux, soit on va être humainement faux. On est jamais juste. Alors, comment est-ce qu'on a procédé? On s'est dit, il y a des choses à enseigner. On libelle ça sous forme d'objectifs comme se repérer sur un axe de coordonnées, maîtriser les opérations, ou en français, accorder les verbes, ce qui n'est pas la même chose que accorder des noms, ou ce qui n'est pas la même chose que comprendre le contenu d'un texte. Donc, il y a un certain nombre de choses à maîtriser, et que plus ces pièces du puzzle sont nombreuses et commencent à s'assembler, plus les choses s'arrangent. Et plus il y a des lacunes, plus c'est difficile. Et tout ce qu'on a dit, à partir de ce moment-là, donc on a cessé de mettre des notes, prenons une dictée, eh bien, l'objectif était d'accorder les verbes, c'est non atteint. Parce qu'il y a 3 ou 4 verbes dans la dictée qui ne sont pas accordés dans des cas qui auraient dû l'être. Atteint, non atteint. Tout cela, chaque mois se regroupe sur une feuille. On a ceci est atteint, ceci n'est pas atteint. Cet objectif est atteint, celui-là n'est pas atteint. Donc, l'élève est informé. D'ailleurs, c'est marrant parce que la première année, on a fait ça. Un élève est arrivé dans notre centre scolaire et nous a dit « Ah ben monsieur, pour la première fois, je sais ce que je ne sais pas. » Et c'est vrai que souvent, quand on donne des notes à des élèves, ils savent la note qu'ils ont, mais ils savent ni ce qu'ils savent, ni ce qu'ils ne savent pas. C'est une chose. Toutes ces cases, remplies ou non, donnent au sommet un pourcentage qui est une valeur chiffrée. Ce que j'entends dans ce que dit ce monsieur tout à l'heure dans l'intervention, cette dame en l'occurrence, c'est que les parents veulent être informés. Si à la fin de 15 jours ou d'un mois, on donne une feuille avec une quinzaine d'objectifs atteints, non atteints, il y a des parents pour lesquels ce n'est pas très intéressant d'aller regarder le détail. Pour d'autres, oui, mais pour d'autres, non. Il a un pourcentage. 80%. Le père ou la mère de l'enfant va se dire bah, c'est plutôt bien. C'est un chiffre en plus qui parle à tout le monde. Qu'on vienne de n'importe où dans le monde, le pourcentage, c'est une norme communément admise. Donc il y a une lecture par étage. Pour des parents, ils savent tout de suite 50%, ça ne va pas, il y a trop de lacunes. À 80%, on est bon. Donc les parents ont un étage. Les enfants, contrairement au cas de tout à l'heure, peuvent réagir ou pas, mais se dire, eh bien, moi, le problème vient de ce point-là. Je ne sais pas additionner en colonne, de là découle le fait que je ne résous pas des problèmes,
Et il a la possibilité, ce qui est intéressant, de faire quelque chose là-dessus. Alors, on en parle depuis longtemps, c'est l'évaluation formative. Mais pourquoi ça ne décolle pas vraiment, l'évaluation formative? Je reviens au système par notes. Si le premier examen du mois de septembre sur les axes de coordonnées est raté, et que vous êtes un élève intelligent qui se dit « moi, je veux réussir », sachant que on va passer ensuite à un autre chapitre qui va être peut-être les unités de mesure. Qu'est-ce que vous faites? Vous vous dites « eh bien maintenant, je vais reprendre ce que je n'ai pas compris, c'est-à-dire comment est-ce qu'on positionne des points sur un axe de coordonnées », ou vous vous dites bah, « j'aurais plutôt tendance à essayer de travailler ce qui va venir au prochain examen ». Et c'est ce que font tous les élèves. On l'a tous fait. C'est-à-dire se rattraper en laissant derrière nous des lacunes. Et suite à ça, on découvre avec surprise qu'il y a des enfants, le 20% des enfants n'ont pas les bases des connaissances mathématiques et 25% des enfants ne savent pas lire. Mais forcément, parce que moins ils savent lire, plus le système par notes va leur dire mais compense en étant meilleur ailleurs que là où ça ne va pas. Et la couche de lecture, quand vous lisez un bilan d'une évaluation par objectif, c'est que les élèves apprennent depuis tout petit à non pas être meilleurs pour l'examen suivant, mais à combler les lacunes qu'ils connaissent. Et en montant comme ça en régime, on a vu dans notre centre scolaire le redoublement, par exemple, mais baisser drastiquement. Drastiquement. Les remédiations. Oui, j'étais un petit peu rapide là-dessus parce que j'ai dit que quand un élève reçoit un bilan, il y en a qui s'en satisfont et ils ont le droit de dire bah moi j'ai 70% de réussite en mathématiques et ça me va. Et d'autres peuvent se dire eh bien moi j'aimerais m'améliorer là-dessus. Et c'est là, on a parlé tout à l'heure de modernité, de technologie. Alors là, maintenant, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas les moyens pour un élève qui le souhaite, soit d'aller vers l'enseignant et dire comment est-ce que je peux revoir ceci, et l'enseignant l'aiguille, soit d'aller sur le site web de l'école où il y a pour chaque case non atteinte la manière de se remettre à niveau, soit des didacticiels qui sont sur les postes de la classe. Donc on est dans une phase où tous les moyens sont là pour arriver à faire que ce soit possible. Que non seulement ce soit une évaluation qui ne soit pas une insulte à la motivation et à l'intelligence des enfants, mais qui donne les moyens à chacun de s'améliorer là où ce serait nécessaire. Voilà, il y a une question. Je vous laisse prendre le micro, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Parlez assez proche du micro. Oui. Bonjour. Bonjour. Alors déjà, je voulais faire une première remarque qui était que je trouvais le titre de votre livre tout à fait adapté sur le fait qu'on est sur une langue de terre entourée par les eaux. Donc la dérive me semble être là au bon endroit. La deuxième, vous faites un constat d'un vrai capital d'acquisition pour les profs, de méthodes, etc. Pourquoi tout ceci n'est pas repris pour une réforme plus généralisée au niveau de l'État ? Et la dernière remarque, vous avez fait en tout début de votre prise de parole, vous avez fait état d'une position sur un échiquier, semble-t-il, pour l'élève. Est-ce que vous pouvez éclaircir ce point ? Je suis désolé, je n'ai pas bien compris les deux premières choses, mais la dernière, oui, alors je vais commencer pour la dernière intervention. J'ai parlé d'échiquier, en effet, mais plutôt par rapport aux enseignants. Pourquoi je vais partir sur une boutade qui me vient d'un collègue français qui me dit « Sais-tu, Philippe, quelle est la différence entre un élève et son prof par rapport à la matière enseignée ?» Il me fait à peu près 24 heures. Je dis « Mais comment ça, 24 heures ?» Eh bien, regarde ce qui se passe. Les enseignants délivrent leurs cours pendant la journée. Le soir, ils rentrent chez eux. Ils vont sur une plateforme en ligne
ils téléchargent le cours du lendemain, ils impriment les documents à donner à leurs élèves et les voilà en train eux-mêmes de préparer un cours sur une matière que parfois ils ne connaissent pas. Et je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai vécu. Comment on en est arrivé là? Moi, je regarde les postulations qui sortent pour les enseignants au mois de mars. Mi-temps en 7e, 8e. Mi-temps en 5e, 6e. Mi-temps en 7e. On engage des enseignants qui sortent, qui se retrouvent parfois dans des classes à 1 ou 2 degrés, donc ça existe toujours. L'après-midi, ils sont peut-être dans une autre classe. Et le soir, on les retrouve dans des séances de réseau en train de parler d'élèves qui ne connaissent qu'à moitié. Mais qui a envie de faire ça? Donc, par rapport à ce que moi j'ai connu, où la première chose qu'on désirait, c'est être, je reprends de nouveau la métaphore, être capitaine sur son bateau. On te donne 20 élèves, une classe, et à partir de là, tu construis ton année scolaire, tu as contact avec les parents, tu gères tout. On en a fait des pions sur des échiquiers. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus simple sur le plan administratif à gérer. Mais je crois que sur le plan pédagogique, on a largement perdu le petit gain qu'on gagne sur le plan administratif. Et dans ce sens-là, moi je regrette de ne pas avoir des enseignants beaucoup plus patrons dans leur mini-entreprise, inventeurs, créateurs de leur propre pédagogie. C'est ce que je voulais dire par l'échiquier. C'est une forme de déresponsabilisation qu'on voit maintenant chez les enseignants. Je ne sais pas si ça répond au troisième point. Merci pour la précision. En fait, je pense que sur l'échiquier, il y a plusieurs types de pièces. Et je crois que l'élève fait aussi partie de cet échiquier-là. Donc ça serait peut-être intéressant de voir au-delà du fait que vous ayez le sentiment d'être une pièce manipulée sur cet échiquier, de savoir quelle peut être la place de l'élève aussi et comment il peut ressentir les choses à l'endroit où il se situe. Et la question, je ne sais pas si vous l'avez compris au sens sonore, parce que le son n'était peut-être pas très bon, c'était de savoir pourquoi il n'y a pas de résultante à toute cette analyse que vous faites depuis 47 ans, pourquoi ça ne remonte pas au niveau politique, qu'est-ce qui peut empêcher à un moment donné tout ceci, à un moment donné, d'avoir une émergence sur le terrain. Oui, ça, c'est une très bonne question. Hein. Franchement, je ne sais pas. Pourquoi les informations font en haut en bas, enfin top to down plutôt que le contraire, je ne sais pas. Peut-être qu'il faut interroger le rôle des inspecteurs scolaires. L'école fonctionne sur la base de réformes et si je regarde le contrôle de l'enseignement qui se fait par les inspecteurs scolaires, c'est souvent est-ce que les enseignants appliquent bien les directives du département. En gros, c'est ça leur tâche. Quoique, il me semble avoir compris qu'il n'y a plus d'inspection des enseignants dans certains cantons. Je crois le canton de Vaud. Je ne veux pas me prononcer sur des choses dont je ne suis pas certain. Mais peut-être qu'une des solutions, ce serait que le rôle de l'inspectorat pourrait fonctionner dans les deux sens. C'est-à-dire que non seulement il voit des choses qui ne marchent peut-être pas, et dans ce cas-là, il doit le dire, mais quand il voit un inspecteur qui a une vision sur plusieurs classes dans son même arrondissement, il voit des choses qui marchent plutôt bien, il faudrait aussi que ça remonte vers le haut ou que ça, par capillarité, les bonnes pratiques soient étendues à d'autres endroits. Et ça ne se fait malheureusement pas. Donc on reste dans un système qui descend et qui part de l'idée que les choses doivent être appliquées dans les classes. Mais je n'ai pas la réponse à cette question, qui serait souhaitable. Le changement serait souhaitable. Alors n'hésitez pas, hein, si vous avez d'autres questions. En attendant, on continue. On a parlé de l'évaluation. Je pense qu'on y reviendra aussi un peu par la suite. Un des autres points de débat dans l'école, c'est la question des devoirs, les devoirs à domicile. Là aussi, on a eu différentes positions, différents moments dans ces dernières décennies, avec des moments où on mettait les devoirs, les moments où les devoirs avaient tendance à disparaître, les devoirs à domicile. Certains disent qu'ils sont nécessaires, d'autres qui disent que c'est
ils ne font qu'accentuer des différences socioculturelles, que les enfants qui sont de milieux favorisés sont encore plus favorisés parce qu'ils ont papa, maman ou une aide qui est là pour les encadrer. Les autres n'ont pas cette aide. Et donc, ça fait augmenter cet écart. Que penses-tu de tout ça, de cette question des devoirs, de leur place, de leur nécessité et de ces questions? Alors, j'étais en contact avec un collègue français qui m'a appris que les devoirs avaient été rendus interdits en France. Au principe de liberté, égalité, fraternité. Donc c'est surtout ce que tu viens de souligner, c'est l'inégalité sur les conditions dans lesquelles les enfants font les devoirs. Donc sous ce motif-là, les devoirs ont été interdits en France. On connaît tous la situation de l'éducation nationale en France. Donc l'égalité, elle a été attendue, mais peut-être pas au niveau où elle aurait été souhaitée. Et ce collègue me dit, eh ben, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai transformé les devoirs en pouvoir. Et comme il a une très forte, une grande force de persuasion, il a persuadé tous ses parents d'élèves que s'ils faisaient exécuter les pouvoirs à leurs enfants, ce serait mieux pour eux, pour qu'ils réussissent à l'école. Voilà comment est-ce qu'il a contourné cette interdiction de donner des devoirs à l'école. Moi, j'ai interrogé mes élèves, c'est-à-dire en fin d'année, en faisant passer un questionnaire où pendant une semaine, ils chronométraient le temps qu'ils passaient à exécuter leurs tâches à domicile. Donc 15 minutes de lecture par jour, c'est la norme donnée en Valais et que j'applique. 15 minutes pour les travaux écrits et 15 minutes pour étudier. Ce qui fait 45 minutes consacrées à l'école en dehors du temps scolaire. Réponse des élèves, entre 42 et 45 minutes en moyenne. Dans les quantités, les durées les plus brèves, 10 minutes pour certains élèves, plus d'une heure et demie pour d'autres. Ça correspond aux recherches scientifiques, l'écart, le ratio entre le temps qu'il faut à des élèves pour apprendre quelque chose est de l'ordre de 5 à 6. Mais on est dans ces ratios-là. Donc moi je dirais que de permettre un moment où des élèves vont vite et d'autres lentement, déjà c'est une reconnaissance des rythmes d'apprentissage différents. Simplement ça. Après, ce qui ressort de l'analyse, ça c'est important, tous les élèves qui consentent à 40 minutes de tâches à domicile, tous sont en réussite. Même les élèves qui ne font que 10 minutes, qui parfois ont les meilleurs résultats, et on connaît tout ça. Dans toutes les classes, on connaît des élèves qui n'ont pas besoin d'étudier, qui sont meilleurs que tout le monde. Et heureusement que ça existe, on en a besoin, ça s'appelle l'élite, et l'école doit inclure ces élèves-là. Et c'est une chance pour eux d'arriver à réaliser en très peu de temps. Les élèves qui font énormément de temps, je pense à une fille, celle qui était au-delà de 1h30, bah, elle est en réussite aussi, mais juste au seuil de réussite. C'est-à-dire qu'à la force de sa volonté, elle arrive à faire une scolarité normale parce qu'elle consent à cet effort-là. Moi, je dis que ce serait suicidaire de se priver de quelque chose qui fonctionne et de se poser la question, mais faut-il supprimer les devoirs alors qu'on voit que ça marche, quand on questionne les élèves, quand on leur pose la question, penses-tu que tu aurais atteint le niveau que tu as si tu n'avais pas eu de devoirs à la maison? Les enfants vous disent non, je pense que ça m'a aidé. Alors, on a le droit de se poser la question, mais la réponse, il faut aller la chercher au bon endroit et on l'a. Après, on peut faire le parallèle avec d'autres activités, essayer d'apprendre la planche à voile, essayer d'apprendre le snowboard, un instrument de musique, ça demande du travail, ça demande du temps. Il y a un bel aphorisme au sujet des tâches à domicile, je l'aime beaucoup, qui dit on ne peut pas apprendre seul, mais il faut être seul pour apprendre. Et c'est dans l'étymologie du mot apprendre, c'est prendre à soi. Donc l'enfant, il est en classe, il fait certaines choses, puis à un moment donné, il est tout seul. Qu'est-ce qui me reste? Qu'est-ce que j'ai effectivement compris? Comment est-ce que je fais pour apprendre et être en mesure le lendemain de rendre compte de ce que j'ai appris? Ça fait partie du jeu.
Ça souffle au bain. N'hésite pas à prendre le micro, que tout le monde puisse t'entendre. Alors, je vais encore avoir une question peut-être osée. Vous avez dit qu'il y avait des études qui étaient faites, combien de temps il faut de devoirs pour réussir. La majorité des personnes qui vont à l'école, ce sont des enfants. Est-ce qu'on les a demandé qu'est-ce qu'eux ils pensent, tout simplement, pour quel type d'évaluation, pourquoi évaluation, comment faire, ou s'il ne faut pas faire. Est-ce qu'il y avait des études qui ont fait sondage auprès des enfants eux-mêmes? Quelle matière eux ils trouvent important? Comment faire l'école? Est-ce qu'il y a des études qui étaient faites où on posait la question tout simplement aux enfants? Ou même aux enfants un peu plus grands qui ont passé par l'école récemment? Oui, bon, dans ce que je viens de dire, c'est bien d'aller demander aux enfants ce que eux-mêmes pensent des devoirs et des leçons. D'ailleurs, c'est amusant parce que quand on demande aux enfants, comme c'était des 7e, 8e, et que je l'ai fait vers la fin de l'année, les 8e répondaient davantage que les 7e. Oui, les devoirs et les leçons sont utiles et m'ont aidé, et c'est grâce à ça que j'ai un bon niveau. Chez les 7e, qui savaient qu'ils allaient encore être une année chez moi, il y en a davantage qui ont répondu « Non, finalement ça ne servait pas à grand chose parce qu'ils sont malins et ils en ont déduit que peut-être je posais la question parce que je me posais la question si j'allais pas les leur supprimer pour l'année prochaine. » Vous voyez, il y a ce biais là aussi quand on interroge les enfants. Mais pour répondre plus sérieusement à la question, oui, c'est une mode d'interroger les enfants sur ce qu'ils aimeraient et ce qu'ils n'aimeraient pas. Mais j'ai parlé tout à l'heure d'une relation d'autorité. Moi, je pense que celui qui enseigne doit savoir à la place des enfants ce qui est bon pour eux. Et c'est le métier de prendre ce risque-là, de faire un choix et de proposer aux enfants ce qu'on pense réellement leur servira davantage, plutôt que se donner bonne conscience en leur posant la question. Je vois pas trop où cela pourrait nous mener. Alors, prenez le micro, comme ça on vous entend. Je voulais vous poser la question de savoir si vous avez le sentiment qu'il y a une perte de confiance de l'enseigné vers l'enseignant. Oui, je pense. Vous avez raison. Et on a abordé plusieurs choses comme l'autorité. Une des premières autorités de la personne qui enseigne, c'est de faire autorité en la matière, de maîtriser les branches qu'on enseigne. Je ne vais pas revenir dessus, on a parlé des raisons pour lesquelles les enseignants sont amenés à ne plus maîtriser ce qu'ils enseignent. Donc, s'il y a faiblesse de la part des enseignants parce qu'on les encourage à enseigner des domaines qu'ils ne maîtrisent pas, on va vers cette dérive-là. Et il y a aussi l'autorité par rapport à la manière. Tout le monde n'a plus les mêmes idées sur la manière d'éduquer les enfants. Est-ce qu'on a encore un consensus suffisant pour satisfaire à peu près tout le monde sur la manière dont les enfants sont traités à l'école? Ça, c'est une bonne question. Et il y a des parents qui ne vous font pas confiance. Je peux citer une petite anecdote? Oh, allez-y, vas-y. À plusieurs époques, je me suis rendu compte que la manière dont je gérais ma relation avec les parents n'était plus satisfaisante par rapport aux nouveaux parents qui arrivent, aux nouvelles générations de parents. Et c'est une maman qui m'a fait prendre conscience du fait que j'avais changé parce qu'elle me dit « Mais Monsieur Favre, vous nous convoquez, vous m'avez fait peur en maintenant le rendez-vous qu'on a pris il y a 3 mois alors qu'il me semble que notre enfant va mieux. » Et c'est vrai, ce qui m'intéressait à partir d'un certain moment, c'est ce moment M où des enfants qui n'allaient pas bien, tout à coup vont bien. Parce que quelles que soient les classes difficiles qu'on a, ingérables, il y a toujours un moment où quelques élèves
ça va mieux. Et on ne sait pas pourquoi. Parce qu'un enseignant, quand tout à coup ça va mieux, il va s'occuper d'un autre qui allait moins bien. Et ce qui m'intéressait de savoir, c'est qu'est-ce qui avait changé, qui m'échappait. Et là, une année, je reçois des parents qui me disent ceci en début de séance, eh bien, on a commencé à changer notre façon d'éduquer notre enfant, de nous comporter par rapport à lui. Elle me dit carrément, on a essayé de le toucher dans sa fierté. À partir du moment où on a senti qu'on pouvait faire confiance à l'enseignant. Or, j'avais cet élève depuis 2 ans dans ma classe. Alors, ce qu'elle ne me disait pas cette maman, mais qui est contenu en creux dans sa déclaration, c'est que pendant au moins une année, ses parents ne me faisaient pas confiance. Et je crois qu'on ne mesure pas ce changement qui est intervenu petit à petit, où non, les parents ne nous accordent pas leur confiance dès le départ. Et c'est à nous de la gagner. Je pense parfois, vous connaissez tous un enseignant qui s'appelle Julien Beauvais, je crois, si je ne me trompe pas. Ça vous dit quelque chose ? De la RTS. Vous le voyez, Julien Beauvais avec les cheveux blonds comme ça, un polo rouge. C'est les Vincent Vincent Cuchol qui interprète cet enseignant vaudois qui enseigne au collège PF Ramu. Exactement. Et moi, j'ai peur que pour beaucoup de parents, l'enseignant qu'ils ne rencontrent pas tout de suite au début de l'année, ils ont cette image-là et non, on n'a pas trop tendance à lui faire confiance. Et ça, c'est une reconquête à faire au niveau des parents. Alors, je reviens un peu en arrière pour aller rebondir en avant. Tu as parlé d'un effet dans les premières choses que tu as dites sur les résultats scolaires qui s'effondrent, en tout cas les capacités en lecture, en orthographe. Voilà. Une question qu'on entend beaucoup et une chose qui est beaucoup discutée aujourd'hui, c'est la place du téléphone chez les jeunes, la place du téléphone à l'école. Est-ce que, mine de rien, le fait que cet instrument s'est installé dans le quotidien des très jeunes, on sait aujourd'hui que les enfants ont leur premier téléphone aux alentours des 9 ans, je crois, c'est à peu près la moyenne actuelle du premier téléphone. On voit aussi à quel point c'est addictif et puis que ça capte beaucoup de leur attention et c'est tout du temps qu'ils n'utilisent pas pour lire ou pour faire d'autres choses. Est-ce que finalement on n'a pas aussi là des pistes de certains changements actuels sur ses compétences de lecture, d'écriture, sans forcément lui attribuer à tous les mots possibles par rapport à l'école ? Alors, bon, là tu m'amènes un petit peu sur un domaine que je ne connais pas parce que je pense y avoir échappé. J'ai arrêté en 2022 et je crois que c'était vraiment le début de la vague et c'est maintenant qu'on y est confronté. Mais on a une chance énorme. C'est que les Australiens qui sont plus réactifs que nous ont pris la décision d'interdire. Donc on va pouvoir assister à un banc d'essai. Ça va démarrer au mois de septembre. L'Australie va interdire les téléphones portables pour les enfants. Bon, c'est bien que d'autres fassent le test avant nous. Pour ma part, je fais une réponse en 2 temps. Je vais prendre d'abord un exemple, l'exemple classique qui nous ennuie beaucoup. J'ai une élève. Je vais l'appeler Amanda parce que mon éditrice tient à ce que je ne signale aucun vrai prénom d'élève. Amanda dévisse complètement l'école, mais dans un délai incroyablement court. J'ai pas pensé que ça pouvait être ça. Et c'est elle-même, dans le cadre d'une discussion, elle me dit, voilà, je passe des heures là-dessus, c'est plus possible. Et elle est d'accord de me donner son téléphone portable, que je stocke 2 jours avant que sa mère exige que je rende le téléphone parce que pour des raisons XY, c'est pas possible. Et on vient de voir en Suisse qu'un juge a tranché la question parce qu'un collègue récemment a confisqué également des téléphones portables. Et le juge a estimé qu'il fallait rendre le téléphone portable parce que c'était un élément vital, indispensable à la vie de ce jeune garçon, cette jeune fille. Moi, ça m'inquiète beaucoup parce que on a quand même vécu un siècle sans téléphone portable, enfin un siècle. Et tous les autres qui précèdent, comment tout à coup, ça veut dire que le juge considère que cette addiction, elle est pratiquement... bref. Là, il va vraiment falloir faire quelque chose. Mais je viens à un deuxième exemple. J'organisais chaque année des visites d'entreprise avec mes élèves.
sont par groupe de 2. Ils ont pour mission d'interviewer le chef d'entreprise, les employés. L'un prend des images, l'autre prend des notes. Et je vois une élève que je vais appeler Bianca, qui est là avec son téléphone dans la main. Non seulement elle ne prend pas de photos avec son téléphone, mais de temps en temps elle sort et puis, vous savez, ses pouces, le mien il n'arrive pas à faire ça, elle pousse des adolescents qui tapent à toute vitesse sur son téléphone portable. Je dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Et la jeune fille, elle me tourne le téléphone vers moi, puis elle fait, mais monsieur, puis elle me montre son téléphone où elle prenait note par mots-clés de ce qu'on était en train de lui dire. Enfin, j'envie beaucoup cette fille. C'est-à-dire que j'aimerais pouvoir faire ça. Et cette compétence qu'elle avait développée toute seule va lui servir énormément dans ces prochaines années. Donc, l'outil lui-même, on voit dans les 2 exemples, dans un cas, c'est une spirale vers le bas pour une élève, et dans l'autre, c'est un outil qu'ils vont utiliser et dont on ne va pas pouvoir s'en passer. Moi, ma réponse par rapport à ça, c'est que la distinction, elle doit être faite de bonne aloi en classe et par les parents, par l'enseignant et par les parents qui décident, parce qu'ils ont la tâche d'éduquer. Moi, je ne pense pas qu'il faudrait les demander aux enfants, est-ce que tu penses que c'est bien d'avoir un téléphone portable et combien d'heures penses-tu que tu dois l'utiliser? Les éducateurs, les personnes en charge des enfants doivent les protéger, les guider et décider quand est-ce qu'il faut prendre le téléphone portable d'un enfant et le confisquer, le garder le temps nécessaire pour son bien, et quand est-ce qu'il faut les laisser et leur faire utiliser pour réaliser les choses pour lesquelles ces technologies marchent incroyablement bien. Alors, merci pour la réponse. Je profite de continuer parce que tu m'as lancé aussi une double perche sur laquelle je vais approfondir. Les outils, et puis depuis 2022, ce qui s'est aussi passé depuis 2022. Alors, de nouveau, je te sors de tes retranchements, en tout cas de ton expérience personnelle. Ce qui s'est passé, grosso modo, depuis ta retraite, c'est l'arrivée de l'IA dans l'école, en tout cas l'intelligence artificielle générative. Avec pas mal de questions que ça pose dans l'école. Est-ce qu'on continue à apprendre ce qu'on a jusque-là appris? Est-ce que ça a encore du sens d'apprendre quand finalement on peut déléguer, je schématise un petit peu volontairement, hein. Quand finalement on peut déléguer une bonne partie des apprentissages, est-ce que l'école doit se réorganiser dans ses programmes, dans ses objectifs? Parce que finalement, il y a peut-être une nécessité, je ne sais pas. Comment est-ce qu'on gère aussi cette question des devoirs qui, finalement, eux aussi, peuvent être délégués à une machine qui va automatiser tout ce processus? À ton avis? Alors, c'est une question abyssale, hein, je pense, et puis on a très peu de recul par rapport à ça. Comment est-ce que tu vois tout ça? Alors, la première réponse que j'ai envie de faire, c'est la question pourquoi apprendre. J'aime beaucoup cette question. Parce que mieux vaut la culture que l'ignorance. Je pense qu'en étant au bain des paquis, on est bien placé pour répondre cela. Après, est-ce qu'il faut tout chambouler parce qu'il y a l'intelligence artificielle? Évidemment pas, puisque mon leitmotiv, c'est que les choses doivent être down-up et non up-down. Donc, j'imagine que si l'intelligence artificielle était arrivée il y a 20 ans, eh bien, je connais déjà des enseignants qui auraient testé, essayé, voir ce qu'on peut faire avec. Pas dans l'idée de faire une méthode qui inclurait l'intelligence artificielle et de tout chambouler, mais faire entrer par la petite porte pour s'alimenter de ces nouvelles choses-là. Après, à titre personnel, c'est clair que quand l'intelligence artificielle est arrivée, moi j'écrivais un roman historique avec Olivier May, à 2. C'était quand même drôlement tentant. On se répartissait les chapitres, c'est-à-dire on avait dû faire un synopsis assez précis. Qu'est-ce qui se passe à tel chapitre, qu'est-ce qui se passe à tel autre. J'ai craqué à un moment donné. Je me suis dit, si je donnais un chapitre, étant donné que tout était dans le synopsis à l'intelligence artificielle, qu'est-ce que ça donne? Ça donne quelque chose qui est assez bien écrit, quand même. C'est assez bluffant. Ça pose la question que tu soulèves, à quoi bon? Et puis on se rend compte aussi que il n'y a pas trop d'inédit. C'est
probabiliste. Et quand on écrit, qu'est-ce qu'on cherche? Oui, bien écrire, oui, l'intelligence artificielle le fait, mais heureusement pour l'instant, elle ne fait que faire ce à quoi on s'attend, et c'est justement pas ce qu'on veut quand on écrit. Alors, maintenant pour en venir à la dernière partie de ta question, c'est à l'école, comment que je m'en servirai, puisque c'est trop tard pour moi. Bien. Par exemple, ça va très très long. Bon, enseigner la rédaction, c'est une des choses les plus compliquées qui soient. C'est des allers-retours entre le texte produit par un élève, on le prend, on lui donne des indications pour qu'il reprenne son texte et l'améliore, et il revient, et parfois c'est pas tellement mieux que la première fois, donc c'est fastidieux et assez long. Et je me dis, mais si j'enseignais encore, pourquoi à un moment donné, je ne dirais pas à un élève, mais là, au stade où tu en es maintenant, donne le texte à une IA, en te demandant de lui faire des suggestions et de t'expliquer, parce qu'en plus elle le fait très bien, pourquoi et comment il faut changer. Donc dans ce cas-là, les élèves continuent d'apprendre à écrire, mais l'IA, elle arrive comme une ressource supplémentaire. Ça s'est toujours passé comme ça avec toutes les technologies. C'est une ressource supplémentaire qui arrive pour aider à apprendre et enseigner. Et une deuxième idée qui me viendrait assez vite à l'esprit, qui découle du fait que j'observe que les textes produits par les IA restent probabilistes et avec peu d'inédits, c'est que, j'ai toujours fait ça, c'est quand les élèves écrivent, ensuite ils lisent leur texte aux autres. Parce que quand on écrit toujours pour quelqu'un. Et une des premières qualités d'un texte, c'est qu'est-ce qu'il produit chez les autres. Bon. Eh bien, je glisserai dans les textes lus aux autres le même devoir écrit par l'IA. Et je suis pratiquement sûr que sur les 20 textes qui passent, le texte écrit par l'IA ne sera pas celui qui va susciter le plus de questions chez les autres enfants ou celui qui va déclencher des rires. Et je ferai ressortir ce genre de choses pour montrer que l'humain, il y a l'IA maintenant, mais il reste la part humaine, elle a sa spécificité. Voilà, je vous laisse. Vous commencez à avoir l'habitude, hein. Allez-y. Peut-être une remarque. Alors, je sais que sur l'Université de Genève, certains labos travaillent déjà sur les outils numériques et l'enseignement. Donc, il y a des recherches qui sont menées à cet endroit-là. Concernant la place de l'IA, je reviendrai sur cette compétence du pouce que vous avez tout à l'heure évoquée. Cette compétence du pouce chez une jeune élève, est-ce que les profs ont aujourd'hui la compétence du pouce? Bah évidemment non, puisque cette reconfiguration du cerveau qui se passe pendant la jeunesse, elle cesse. Enfin, elle ne se produit plus de la même façon ni à la même vitesse. Je crois que ça a été mesuré, hein, l'épaisseur du cortex qui est modifiée chez les jeunes à cause de l'utilisation du pouce. Mais à chaque génération, ses compétences, moi ça ne me dérange pas que chaque génération utilise son cerveau et les outils technologiques de la façon qui correspondent à l'époque, à l'ère du temps. Je sais pas. Ça revient à ce que vous évoquiez aussi tout à l'heure, c'était savoir si les profs étaient prêts à enseigner. Bon, la question elle est intéressante. Bon. Alors je vous retourne sous la forme d'une contre-question. Si maintenant je vous propose 2 cadeaux. Le premier, je vous donne un abonnement d'1 année à ChatGPT, la version payante, qui va vous offrir un agent qui va vous apprendre ce que vous voulez dans les meilleures conditions pendant 1 année, ou un bon pour une machine à remonter dans le temps pendant 1 mois. Vous allez à l'école d'Aristote en compagnie d'Alexandre, de Ptolémée, de Perdiccas et tous les copains d'Alexandre, et vous allez assister au cours d'Aristote avec son pouce qui est aussi rigide que le mien. Vous prenez qui?
c'est certain que j'irai vers Aristote. Merci, je pense comme vous. À condition de pouvoir parler le grec ancien. Ça va être frustrant d'avoir les cours d'Aristote sans comprendre un mot. Pas mal. Absolument. Ouais, je te laisse prendre aussi le micro. Excusez-moi, c'est pas une question, c'est juste une remarque. Je pense que les jeunes enseignants d'aujourd'hui, qu'on connaît, ils utilisent leur pouce aussi bien que tes élèves de l'époque. J'ai pas bien compris. Les jeunes d'aujourd'hui, les jeunes enseignants d'aujourd'hui utilisent aussi bien leur pouce que les élèves. Ah oui, bien sûr. Bien sûr, oui, c'est vrai. Alors je saute un peu du coq à l'âne, on arrive gentiment sur la fin, puis je voulais poser encore une ou deux questions, voilà, aborder encore une ou deux autres thématiques. Un des sujets, on va dire, politiques et contemporains, c'est l'école inclusive. On essaye, autant que se peut, d'inclure des élèves avec des profils différents, avec notamment certaines difficultés scolaires, avec certaines limitations. Alors je ne sais pas si c'est le bon terme. Vraiment de faire des profils individualisés d'école. On a vu d'ailleurs ces dernières années exploser ces profils et l'intégration progressive. On peut se réjouir, comme quoi c'est quelque chose de bien, ouvrir l'école aux portes de tout le monde, quel que soit finalement leur profil personnel. Et puis il y a aussi des limites sur lesquelles tu pointes le doigt dans ton ouvrage. Est-ce que tu pourrais peut-être revenir là-dessus ? Bon. Alors évidemment, comme papa, que ce soit d'un enfant avec des capacités incroyables ou un enfant avec des difficultés, je veux que mon enfant puisse intégrer l'école du village, qu'il soit avec les copains de son âge, enfin du quartier. Donc l'école inclusive, on est tous pour. Ensuite, moi, je vois qu'il y a des classes qui partent en vrille au naufrage, des enseignants qui, 3 mois après le début des classes, lâchent l'affaire, soumis à des missions impossibles. Donc, c'est de nouveau une question de curseur. Et ça, il faut se la poser. Moi, je dis que quand on arrive au stade où il n'y a plus de gagnants, c'est que l'élève qui inclut, il a un taux d'interactivité avec les autres enfants de sa classe qui est proche de 0. Et que ses camarades de classe, pour eux, ça devient très très difficile. Je sais que dans certains cantons, ils ont déjà un terme pour désigner ça, c'est je crois la masse invisible ou la masse silencieuse. Ça fait référence à tous les élèves qui auraient fait un parcours normal parce qu'on ne les aperçoit pas. C'est des enfants qui ne posent pas de problème, qui se distinguent d'aucune autre manière, mais qui, avant les bouleversements, les difficultés que connaissent certaines classes maintenant, je l'ai déjà dit sur un média public, que tous les enseignants savent que moins de 10% des élèves et des parents provoquent le 90% des problèmes, et que cette majorité silencieuse subit ça quelque part. Eh ben, il y a des moments où, quand ça devient trop difficile, il faut dire non, l'inclusivité, elle a des limites. Et moi, je ne veux froisser personne en disant ça. Mon préfacier, Bernard Rappa, en lisant le livre, a conclu que finalement, beaucoup d'idées là-dedans sont frappées au coin du bon sens. Ça me paraît être du bon sens. Peut-être pour prendre un autre exemple, plus près de nous, les adultes. Après, je ne sais pas si on est d'accord sur le profil d'élèves auquel on fait référence à l'école inclusive. Moi, là, j'ai en tête des enfants ingérables. On en a, ils sont connus et ils rendent la vie des classes impossible. Prenez l'exemple où vous embarquez pour un vol transatlantique et vous avez un énergumène qui ne se plie à aucune des directives du personnel de cabine. Eh bien, quand le commandant de bord décide de le débarquer,
ben, on est tous contents de ne pas faire le vol avec. Mais c'est 8 heures. 8 heures de vol. Ben, il y a des élèves de la masse silencieuse, c'est-à-dire qui feraient un parcours. Eux, c'est pas 8 heures, c'est 1080 heures une année scolaire. Et si l'enfant continue avec eux, ben c'est rebelote l'année suivante. Non, là je dis qu'il y a une limite et qui doit décider. Alors je reprends peut-être la question de madame tout à l'heure. J'irai pas demander aux enfants et là j'irai même pas demander aux parents. Parce que moi je suis de nouveau le père, c'est une violence d'aller demander au père de l'enfant qui provoque les difficultés, est-ce qu'il est d'accord qu'on retire son fils ou sa fille. D'ailleurs, en parenthèse, c'est beaucoup des garçons. Même exclusivement. Alors, je ne sais pas pourquoi on ne le dit pas, c'est exclusivement des garçons. Non, j'ai pas envie qu'on me pose la question à moi. Si on retirera mon fils de la classe parce qu'il est devenu insupportable ou ça ne va pas, ça doit être la personne qui gère la classe. Ça, c'est dommage qu'on n'ait pas ce bon sens de dire si tel enseignant ne s'imagine pas, ne se sent pas les forces de conduire cette classe à bon port, on laisse décoller la classe, là c'est une erreur. Mais finalement, est-ce qu'un des problèmes majeurs de cette école inclusive, c'est pas aussi lié à la question du financement? Parce qu'on a fait rentrer dans des classes des élèves de profils très différents, avec les meilleures intentions du monde, et c'est très bien. Tu parles des élèves qui ont en effet des élèves ingérables, mais on a aussi des élèves avec des handicaps très importants, de différentes sortes. Et c'est souvent à la charge, en plus des enseignants et enseignantes, qui n'ont que peu d'accompagnement supplémentaire pour gérer ces cas. C'est-à-dire qu'on a voulu mettre peu de moyens financiers pour gérer cette école inclusive. Et au final, c'est du corps enseignant qui est qui est dans tous les sens, un peu débordé par tout ce qui se passe. Est-ce que là n'est pas aussi un peu le problème, les moyens qu'on a mis pour aller au bout de cette belle idée? Bon, dans le livre, il y a une vingtaine de solutions qui sont éparpillées dans tout le livre. Je crois qu'il n'y en a pas une qui coûterait. Je n'ai pas voulu faire un livre de lamentation, je n'ai pas voulu faire un livre non plus d'une école qui coûterait encore. On sait très bien, soyons réalistes, on diminue les moyens partout, on vient de voir. Donc on doit avoir une école qu'on peut financer, qu'on peut se payer. Après, dans la question, moi je veux vraiment faire la part des choses entre les handicaps ou des problèmes éducatifs. Alors, quand il y a un handicap, moi je pense qu'on est dans un pays quand même suffisamment riche pour prendre en charge les enfants qui souffrent de handicap. Et pour le reste, c'est pas très gentil de me poser les questions qui fâchent à la fin, là. On peut la passer, hein, je suis désolé. Pour le reste, je dirais que dans notre pays, l'instruction, elle est gratuite. Mais la garde des enfants, elle est payante. Je veux dire par là, de demander à tous ceux qui doivent trouver une place de crèche, déjà c'est difficile à trouver, ça se paye. Le principe, on peut le garder. Et là, je ne vais pas trahir un secret, mais je connais des enseignants qui, par rapport au cas difficile, ont imaginé des solutions les plus incroyables possibles. Certains, par exemple, exigent que l'enfant sorte, mais en tenant la main sur la poignée, pour être sûr qu'il ne va pas s'en aller. Parce qu'il y a la peur qu'en mettant l'enfant à la porte, il échappe à leur contrôle et qu'il y a ensuite des problèmes. D'autres mettent l'enfant à la porte en mettant à travers de la porte le bureau de l'élève pour qu'il ne soit pas complètement hors de vue. D'autres encore le confient à un collègue ou à quelqu'un dans l'établissement qui garde l'enfant. Et tout ça, pourquoi? Parce qu'il y a une règle fantôme que j'ai cherché à me procurer mais que j'ai jamais eu sous les yeux, qui dirait qu'on n'a pas le droit de mettre un élève à la porte. Moi, j'ai toujours fait. Hein. Bon, au même titre que... Oui, madame, vous êtes choquée. Au même titre qu'on débarque un passager avant de décoller pour un vol transatlantique. Pour ne pas faire souffrir 20 élèves pour un élève insupportable. Je vous ai dit, on va avoir des problèmes avec vos questions. Oui, c'est un choix que je fais.
Et c'est une question qu'il faut se poser de manière globale. Est-ce qu'on veut que 19 élèves n'apprennent pas parce qu'il y a un élève insupportable qui dit à l'enseignant qui essaie de le remettre en place, toi, ta gueule. C'est tout simplement inadmissible. Et on en est là. Alors je termine sur cette idée. Puisque la garde des enfants est payante et l'instruction est gratuite, je ne suis pas contre l'idée que les enfants qu'il faut faire garder, ça se paye. Que les parents qui ont des enfants qui ne sont pas suffisamment éduqués pour rester avec les 19 autres, mais qu'on voudrait inclure, ils soient gardés et qu'une contribution soit exigée de la part de ses parents. Oui, bonjour. Je voulais revenir juste au titre du livre. Bien près Pardon, je voulais revenir au titre du livre. Vous constatez donc une dérive de l'école. Pour constater une dérive, il faut parler des objectifs. Est-ce que je voulais vous entendre sur quels sont, selon vous, les objectifs de l'école, que ce soit primaire, secondaire ou tertiaire, et est-ce que ces objectifs ont changé au fil du temps? Est-ce que vous pensez qu'ils sont les mêmes maintenant qu'il y a quelques années? Merci pour la question. Oui, alors je ne sais pas si vous étiez là tout à l'heure. Moi, nous sommes dans une école, nous étions dans une école où nous évaluions par objectif, en reprenant les objectifs qui sont officiels, en les transposant pour qu'ils soient compréhensibles par tout un chacun, déjà par les enfants et leurs parents, parce que les objectifs tels qu'ils sont distillés par les plans d'études romans, parfois même les enseignants ne les comprennent pas. Donc il y a une lecture des objectifs et une transposition à faire. Et en effet, depuis que nous travaillons comme ça, chaque année, ils sont réajustés, changés en fonction des besoins, en fonction de l'évolution. Oui, par exemple, j'en ai un que je peux vous citer pour l'enseignement de la rédaction, l'expression écrite. Il y a un objectif qu'on a très tôt rajouté qui ne figure nulle part, c'est écrire des textes intéressants. Ça il me semble qu'on le trouve nulle part, alors que si on écrit, c'est pour que ce qu'on écrit soit lu, parce que c'est intéressant, ou suscite des émotions. Donc, écrire un texte qui est intéressant et ou qui suscite des émotions. C'est des choses qui... Pardon. Ma question était peut-être plus large, pas dans des objectifs spécifiques, mais qu'est-ce qu'on cherche à former avec l'école? Qui on cherche à former? Est-ce qu'on cherche à former des citoyens qui s'adaptent bien à la société? Est-ce qu'on cherche à former des travailleurs qui s'adaptent au marché du travail, etc. Quelle est votre vision là-dessus plutôt? Je pense que l'école, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, n'a jamais été aussi utilitariste. C'est-à-dire que ce qu'on enseigne, en effet, aux jeunes, c'est tout ce qu'il faut savoir pour rendre service à la société, pour être performant dans le cadre du travail. Et peut-être que dans les écoles qui précédaient, à l'école des Romains, par exemple, on était beaucoup moins utilitariste. On enseignait les grands auteurs, la poésie, à des gens qui allaient se destiner à conduire la guerre. C'est assez amusant de voir d'ailleurs les choses qui étaient enseignées, le décalage qu'il y a entre les contenus de l'enseignement et les besoins de la société. Alors, pour ce qui est les buts de l'école, en fait, l'objet de votre question, c'est ça. Quels sont les buts de l'école? Ça, c'est la société y répond au travers des plans d'études qui disent ce que l'école doit enseigner. Je pense que là, les enseignants ont un travail où ils doivent s'appliquer à faire ce que la société, par le biais des directions, les départements, la conférence des chefs de département, édicte comme objectif, comme but de l'école. Mais il me semble que vous attendiez quelque chose dans ma réponse. Non. On prend une dernière question et puis après on va gentiment terminer. Dans la continuité de ce qui vient d'être dit effectivement sur les objectifs, vous avez le sentiment probablement de constater que l'enseignement, c'est-à-dire le savoir, vous en êtes tributaire dans la diffusion. Par contre, lorsqu'il surgit des problématiques qui sont peut-être liées aussi au social, dans lesquelles les enfants grandissent, il n'y a plus de relais pour assumer peut-être d'autres acquisitions, peut-être d'autres aides qui permettent de réaccrocher les wagons. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on n'a pas conçu l'enseignement sur une base un petit peu plus large que celle juste de l'acquisition des savoirs?
Moi, il me semble qu'il y a eu une sérieuse évolution dans les plans d'études depuis 2011, je crois, où ils ont été introduits, où il y a non seulement des savoirs, mais il y a savoir-être, les contenus d'enseignement parlent du développement de la personne, de projets personnels, de savoir élaborer des projets en lien avec les autres. J'ai l'impression que ça, vraiment par rapport à ça, le contexte s'est notablement élargi. Et le reproche qui est fait maintenant à l'école, c'est plutôt de ne plus être suffisamment centré sur les savoirs de base. Moi, je pense qu'on est de nouveau dans une question de curseur. Il faut assurer les savoirs de base, mais il faut aborder d'autres questions et des intérêts plus larges que simplement des savoirs utilitaires. Mais je crois que par rapport à ça, moi, j'aurais pas de reproches. J'en fais suffisamment dans le livre pour me déclarer satisfait de ce qui est attendu maintenant de l'école, en tout cas sur papier. Il me semble que ça tient bien la route, du moment toujours que les compétences de base soient garanties. Je peux faire un complément par rapport à ça? Oui, vas-y. C'est que j'ai vu arriver à l'école énormément d'actions de prévention, toutes pétries de bonnes intentions. Par exemple, l'éducation sexuelle, l'éducation au respect, l'éducation aux médias, la manière de gérer les morsures les chiens, les animaux domestiques. Enfin, on a eu une foule de préoccupations du siècle qu'on a reportées sur l'école. Et par rapport à ça, alors, j'ai certaines inquiétudes. Pourquoi ? Parce qu'on a abordé tout à l'heure la question du temps de l'apprentissage qui n'a absolument pas évolué. Et en faisant le compte de toutes ces actions de prévention qui sont finalement tous les échecs de notre société, de la génération des adultes irrésolus, on a eu tendance à se dire que c'est une bonne idée de faire en sorte que la prochaine génération fasse mieux. Alors on le met sur le dos de l'école, en ignorant que ce n'est pas compressible, que chaque temps qui est pris à l'école pour faire ces actions de prévention, ça représente 2 semaines. C'est-à-dire, sur une année scolaire, les actions de prévention, je l'ai calculé, représentent autant, par exemple, que l'étude de la 2e langue. C'est pas rien. Et pendant qu'on réalise ces actions de prévention, on n'enseigne pas certains savoirs de base. Ce qui contribue aussi aux résultats qu'on voit actuellement, tout en prenant note qu'on ne mesure absolument pas si ces actions de prévention apportent quelque chose. Celles qui concernent le harcèlement et l'éducation au respect durent depuis une dizaine d'années, et pendant cette dizaine d'années, on a vu augmenter les cas de harcèlement et d'incivilité. Alors, je ne dis pas que les actions de prévention, cette action-là ne sert à rien, mais à un moment donné, il faut faire la part des choses et mesurer leur portée. Et l'école doit rester quand même centrée sur les savoirs de base, sinon elle rate sa mission. Et par rapport à ça, on doit rester attentif. Alors j'avais dit que c'était la dernière, mais allez-y madame, et puis après, ça c'est vraiment la dernière. C'est juste, allez-y. Je suis enseignante et j'adhère, je suis en 7-8 à ce que vous dites. Et en fait, moi, ça fait presque 30 ans que j'enseigne. Mais je suis devenue polyvalente et je ne sais même pas si je peux dire que je suis enseignante. Hein. Je fais plein d'autres métiers qui prennent de la place sur le temps d'enseignement. On a l'impression qu'on enseigne de moins en moins. On éduque beaucoup, enfants et parents, pour ceux qui souhaitent ou qui le demandent. On les aide aussi dans ce rôle-là. Et puis c'est vrai que ça prend beaucoup de temps sur le temps d'enseignement. Je ne parle pas de l'administratif, des réunions, des réseaux. Donc voilà, c'est aussi l'enseignant, il fait ce qu'il peut, il fait de son mieux, avec le temps qui lui reste pour enseigner, parce qu'il a beaucoup d'autres choses à faire et il le fait avec bienveillance, le plus de bienveillance possible, pour arriver au mieux de ce qu'il est. On parlait de moyens, mais je pense que c'est vraiment ça le problème aussi. Vous regrettez ça, cet état de fait, que vous faites plusieurs autres métiers que celui... Non, j'aime le faire, mais je n'ai pas le temps de le faire comme je voudrais le faire. Et j'aime enseigner en fait aussi. J'aimerais pouvoir avoir plus de temps pour enseigner, parce que à la base, c'est le métier que j'avais choisi.
Je pense qu'il y a d'autres métiers, d'autres compétences qui sont plus formées à certaines choses que je dois faire de but en blanc. Je fais avec mes moyens, avec ce que je pense être bien, mais il y a des choses pour lesquelles je ne suis pas formée et que je dois tenter de faire dans ma classe. Bon, dans le livre, j'essaye d'incriminer personne. Et moi, j'aime bien l'idée que l'enseignant, il lui reste une marge de manœuvre. Et qu'il reste à la barre dans sa classe. Et s'il manque du temps pour faire des choses dont on a l'impression qu'il faudrait qu'on s'occupe, et en plus qu'on aimerait faire, moi je dis qu'il faut prendre le temps pour le faire. Et parfois, ça oblige à se mettre en porte-à-faux par rapport à l'autorité. Et le message que je fais passer aux enseignants, c'est d'oser, avec le plus grand respect possible pour l'autorité, parce qu'on est des employés d'État, mais faire ce qu'il faut pour le bien des élèves dont on a la charge. Et parfois, ça demande une certaine forme de courage. Moi, dans ma génération, j'ai vu beaucoup d'enseignants qui ont fait le pari de dire, de toute façon, une fois que je suis dans ma classe, je ferme la porte et je fais ce que je veux. C'est la politique un petit peu de la tête dans le sable. C'est dangereux parce qu'une fois qu'on a la tête dans le sable, on est bien placé pour se faire botter les fesses. Moi, j'ai toujours préféré dire ce que je faisais. Parfois, j'ai eu des problèmes en disant non, ça je ne vais plus le faire parce que ça ne marche pas. Mais je crois qu'il faut, comme enseignant, on doit redresser la tête et faire passer certains messages. Moi, je connais quelqu'un, par exemple, vous avez parlé des réseaux. Ça prend beaucoup de temps. Après la classe, souvent les autres participants sont payés, les pédopsychiatres, les psychologues et autres personnes qui gravitent dans ces réseaux. Et l'enseignant, il est là, il arrive avec son problème. Lui, c'est sur son temps de travail. Quand il a fini, il reprend ses corrections et ses préparations de leçons. Et il repart souvent avec autant de problèmes que ce qu'il a amené sur la table. Je ne sais pas si je dis la vérité ou j'exagère. Je connais des enseignants qui disent j'ai dit que je n'y irai plus pour ces raisons-là. Et il n'y a pas de fatalité. Là-bas, c'est nous qui sommes sur le bateau. Et si on veut redresser le cap, il faut qu'on endosse aussi les galons qu'on a gagnés. Si vous avez 30 ans d'enseignement, vous n'êtes plus une débutante et il faut faire certaines choses. En tout cas, je vous souhaite bien du plaisir et du courage pour la suite. Non, mais du plaisir dans le bon sens du terme. C'est pas... Pour clore la discussion, finalement, s'il y avait un seul message que tu pouvais faire passer aux décideurs de l'école romande aujourd'hui, quel serait ce message D'écouter Frédéric Borloo. C'est bizarre, hein, comme... Non, vas-y. Hein. Bon, alors, je fais pas de politique. Absolument pas. Et Frédéric Borloo, donc, c'est le ministre de l'Éducation en charge dans le canton de Vaud. Et je ne crois pas que le canton de Vaud soit le canton le mieux servi ou le mieux écouté par rapport aux problématiques qui se passent. Mais bon, je dois voir dans mon sac la déclaration. On a un tout petit moment. On va faire assez vite parce que... Vas-y. Je n'ai pas prévu la question. Je te tiens pour pas qu'il s'envole. Je suis désolé. Pas de souci, c'est dimanche. Voilà. Ça va faire plaisir à madame. C'est le 19-30 octobre 2024. Je dois retrouver la date. Frédéric Borloo, il déclare ceci. Je pense que les enseignants sont de bons professionnels, bien formés et qui ont envie de bien faire. C'est plutôt à nous de les écouter, d'écouter les gens de terrain pour essayer d'adapter le système, pour qu'ils aient les meilleurs outils pour gérer ça.
Et ce n'est pas en les critiquant qu'on fera avancer les choses. Il faut plutôt essayer de les soutenir de manière assez globale. Je pense que s'ils se sentent soutenus, ils seront encore meilleurs après qu'avant. Et que demande le peuple? Voilà, il faut juste passer aux actes maintenant. Et si les politiciens font des promesses, c'est pour que de temps en temps on les leur rappelle. Un beau mot de la fin. Aussi comme mot de la fin, on a l'habitude de terminer ces cafés philo en demandant à nos invités, pour toi, les bains des Paquis, c'est quoi, Philippe? C'est du vent. Beaucoup de vent aujourd'hui, hein? C'est l'endroit où les Genevois qui n'ont pas la chance de venir en Valais le week-end passent leur dimanche. Non, c'est pas vrai. Petit coin de Valais à Genève. C'est pas vrai. Non, en fait, quand je suis venu à Genève voir Bernard Rappat qui a préfacé le livre, c'est le premier endroit où il m'a amené, c'est au bain des Paquis. Donc c'est un must to be à Genève. Voilà. Salutations Bernard Rappat. Alors un grand merci Philippe pour ta présence et tes mots aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, merci pour votre accueil. Merci à l'équipe. Merci à vous pour vos questions et votre présence. Merci à Jeff, notre magicien du son et de l'image. Merci beaucoup aussi à l'association des usagères et usagers des bains des Paquis qui vous offre ces moments de culture au bain. Merci à l'équipe de Philo au bain. Philo au bain, on fait une pause pendant 2 mois et demi. On se retrouve en septembre pour la deuxième partie de l'année. Bon dimanche et un bon lundi de Pentecôte. Au revoir, merci beaucoup.